selon les circonstances actuelles, il y a fort à parier que ça soit moins problématique que ça ne l'était par le passé. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien que les cursus possibles qui arrivent après la scolarité, des cursus d'orientation possible universitaire et autres, les débouchés concrets sur le plan économique évoluent à une vitesse incroyable. En d'autres termes, si on choisit une orientation, d'accord, et si la formation dure 2-3 ans, peu importe le type de qualification ou de diplôme, on n'est pas sûr qu'à l'arrivée, ce qu'on a choisi soit encore porteur sur le plan économique, tellement les marchés sont en constante évolution. Donc déjà, il y a cette problématique de avoir des compétences, les mettre en corrélation avec un marché qui fluctue sans cesse et donc qui, semble-t-il, n'offre pas toujours les possibilités, à la sortie qu'elles offraient finalement à l'entrée, donc quand on a entamé le processus de formation déjà. Et ça, c'est le côté pratique, on va dire, et le côté inconvénient concret de la formation et de la mise en pratique des compétences acquises sur le marché de l'emploi, mais plutôt là, on va dire, au niveau des paradigmatiques, c'est-à-dire que dans une société industrielle comme la nôtre, en fin de cycle, c'est-à-dire où finalement les perspectives de marché économique de l'industrie sont quand même assez limitées. Maintenant, on voit que l'émergence du numérique, d'autres choses. Donc il y a toute une réforme qui se met en place, qui est dialectique. Ce n'est pas une réforme qui est le fruit d'une réflexion préalable, mais disons que les techniques évoluant, les nécessités anthropologiques aussi ayant changé, les aspirations de même changent. Et c'est ce qui est intéressant de se dire, c'est que autant quand on était en mesure de pouvoir acquérir des compétences et des savoirs, on savait qu'ils s'appliquaient sur une profession spécifique qui allait nous ramener des revenus qui eux-mêmes nous permettaient d'envisager la constitution d'un patrimoine. Aujourd'hui, les perspectives individuelles et collectives ont changé. D'autant plus qu'on parle d'éducation nationale et plus d'instruction déjà. Évidemment, déjà aussi, c'est que avant c'était l'instruction nationale, c'est devenu l'éducation, donc ça implique aussi l'idée d'englober implicitement toutes les prérogatives à l'éducation, à savoir la civilité, à savoir l'instruction au sens apprendre des choses, et aussi la transmission idéologique. On est là pour revenir un peu en sociologie sur Bourdieu quand il parlait de la transmission finalement idéologique de l'État envers l'étudiant. C'est aussi du dogme. C'est pas parce qu'on sort de la religion que le dogme n'existe plus. C'est-à-dire qu'il est évident que le savoir universitaire, notamment sciences humaines, qui se découpe en différentes entités, à partir d'une entité, à savoir psycho, philo, sociaux et j'en passe, nécessairement on ne peut pas remettre en question un pouvoir en place. Donc il va s'appuyer sur des thèses que vont véhiculer finalement des professeurs qui, si tout au moins ne contestent pas le système, enfin tout au moins ne favorisent pas le système, ne vont certainement pas contester. Ouais. Et donc il y a une sorte de reproduction du savoir, tel que Bourdieu aimait à le dire, et des élites par le biais à la fois de cercles fermés, on va dire néo-aristocrates, donc la nouvelle bourgeoisie, et à la fois finalement une sorte d'idéologie qui se transmet de génération en génération et qui a pour but de maintenir le pouvoir en place et on va dire maintenir la fonctionnalité du pouvoir tel qu'il est déterminé aujourd'hui, c'est-à-dire néolibéral, ou ce qu'on appelle un capitalisme monopoliste d'État, ce qu'avait défini Michel Kluskar, c'est-à-dire l'idée que les monopoles avaient une influence parallèle à l'État il y a quelques siècles encore, assez conséquente. Là maintenant, elles l'ont carrément digéré. C'est le capitalisme qui monopolise des États par le biais de l'endettement. Et donc, finalement, tout le savoir et toutes les perspectives d'évolution scolaire, pour revenir au sujet central, sont déterminées et sont imaginées, quoi qu'on puisse dire, autour de l'idée de faire perdurer ce pouvoir néolibéral. On est aussi dans une contradiction, dans une spirale infernale qui fait qu'il y a un échec scolaire, mais en même temps, on dit que le niveau baisse, c'est-à-dire la difficulté baisse dans le bac, dans les épreuves. Alors justement, je suis en train d'aider aussi des étudiantes sur une thèse actuellement en sociologie et on essaie de trouver des articles ou des références justement sur une problématique qui est assez constante en ce moment, c'est celle d'abandon de postes de professeurs, de titulaires. Et surtout du fait que c'est une vocation qui, semble-t-il, n'est plus à la mode, si je puis dire. Et la réalité, c'est que la transmission du savoir, qui était quand même quelque chose qui était synonyme de vertu et de validité individuelle, c'était des professions très, très demandées. C'était symboliquement un poste honorifique. Aujourd'hui, on laissait place plutôt à des aspirations complètement opposées. On veut être plutôt trader que professeur, plutôt chef d'entreprise que penseur ou quelqu'un qui transmet un savoir. Et cette raison, elle est simple, c'est que le paradigme capitaliste met en évidence la notion d'enrichissement, du cumulatif, du quantitatif. Or, le professeur, même s'il cumule des connaissances, il doit les transmettre d'un point de vue qualitatif, avec une capacité d'adaptation en fonction des subjectivités et des caractéristiques de l'autre. Donc c'est un art. Moi, je crois dur comme fer qu'il y a une possibilité de liaison de l'art
et des sciences ou du savoir par le biais de la capacité spontanée à harmoniser l'information. Si la musique est la capacité à harmoniser des notes pour créer des symphonies, aujourd'hui à l'heure du numérique, l'unification de l'art et on va dire de la connaissance passera par la capacité à harmoniser le savoir et être en mesure de distribuer à des individus dans la mesure de leur capacité de réception. Il faut donner aux gens ce qu'ils ont besoin de pouvoir recevoir. Et pour déterminer leur capacité, enfin leur quantité d'informations possiblement recevables et leur subjectivité, c'est-à-dire la façon dont il faut amener le savoir compte tenu de leurs aspirations individuelles, je pense que là il faut une intuition forte, il faut une empathie forte, donc il faut redécouvrir des capacités, des caractéristiques à la fois spirituelles mais concrètes, pas symboliques, basées sur un dogme, je crois à ça, et puis il faut faire tel ça, il faut réformer les choses. Il y a une capacité spontanée de proximité à l'autre par une présence totale qui implique la possibilité clairvoyante de déterminer quelles sont les choses qu'on peut leur donner. Or, aujourd'hui, un professeur n'est jamais que quelqu'un qui absorbe une connaissance, qui n'a lui-même pas vérifié du point de vue d'un filtre moral susceptible de légitimer ou non le savoir qu'il transmet. Il est juste un intermédiaire, un filtre comme dans une bouteille qui va simplement recevoir un liquide et le filtrer quelque peu par le biais finalement de sa personne sans pour autant que ce filtre soit un filtre moral, mais c'est un filtre, on va dire, simplement indicatif. Voilà. Et donc, vous savez, quand on parle à quelqu'un, quand on formalise quelque chose et qu'on le transmet, ce qui va rendre le savoir intéressant, c'est bien moins finalement la qualité structurelle de l'information que la façon dont les mots vibrent dans la voix. C'est pour ça que quand on est sur Internet, on peut voir un contenu semblable, d'un youtubeur ou qui que ce soit d'autre, en réinformation politique, en philo, et être attiré, avoir du goût pour un individu plus qu'un autre, alors que le savoir transmis, le contenu est similaire. Ce qui veut dire que l'homme sublime par définition ce qui substantiellement est quelque chose de neutre. Quand je parle, je dis des choses, c'est un savoir, c'est une structuration verbale, c'est concaténé, mais c'est une neutralité objective. Et quand ça passe par moi, il y a une sorte je dirais pas de filtre, mais de sublimation potentielle par la croyance que j'ai dans ce que je dis qui va rendre attrayant ou pas les propos donnés et qui vont toucher l'âme. On est un peu dans l'alchimie. C'est une notion un peu alchimique, mais il est évident que lorsqu'un individu, et là on peut aussi mettre le doigt et l'accent sur les dissonances qui existent actuellement dans le savoir, c'est qu'on va à l'école, on est dans une classe, d'accord ? Et on nous force, on insère de l'information de force sans pour autant voir une utilité pratique, si ce n'est celle nous permettant d'obtenir un diplôme, éventuellement à long terme, une profession. Ce qui est très, pour un adolescent qui vit dans la spontanéité du moment, par ses amis, par la découverte des sens, par l'amitié, c'est quand même quelque chose qui est assez antinomique finalement, qui est assez contradictoire. Ça m'amène à une question, pour l'adolescent qui sort du lycée, qui se demande ce qu'il va bien pouvoir faire dans la vie, il ne sait absolument rien. Qu'est-ce que tu lui conseillerais d'ordre général ? Je conseillerais d'abord d'être sensible aux choses qui l'émerveillent, et pour revenir sur mon propos, et ça permettra de poursuivre le tien et d'y répondre, je voulais terminer sur un point, c'est que la dissonance qui existe entre un monde finalement où le savoir est martelé et quasiment inséré de force sans savoir finalement ses perspectives d'accomplissement, si ce n'est celle d'une sécurité matérielle dans un futur lointain, d'accord ? On a accès aujourd'hui à ça, ce qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on a un monde interactif qui va nous permettre à un individu de structurer sa psyché, son anima, c'est-à-dire son âme, autour de choses qui vont avoir un effet, pour effet de diffuser une sorte d'énergie, une sorte de croyance, une sorte de détermination individuelle qui souvent est antagoniste finalement à la formation scolaire qui a pour but justement de projeter dans le temps une réussite hypothétique. Donc on est dans une spontanéité d'interaction et de stimulation face à un mode où le futur potentiel est indéterminé et surtout incertain compte tenu de la réalité politique et économique du moment. Donc finalement, il est plus facile pour l'instinct humain de se réfugier derrière un monde onirique qui semble-t-il lui apporte une satisfaction, que dans un monde, où il faut tout prévoir, où l'intelligence doit planifier des choses relativement incertaines, alors que la période, on va dire, sur le plan anthropologique, sur le plan même hormonal, est propice à l'appréhension de l'espace-temps, des objets, du sens qui se découvre, des nouvelles possibilités de satisfaction. Donc ces écarts-là sont assez cruciaux. Et pour revenir à la question et conclure là-dessus, je dirais qu'il faut découvrir qu'est-ce qui émerveille l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce qui suscite en soi un émoi conséquent et pas se focaliser sur les possibilités concrètes de mise en forme de cette aspiration par le biais, de formations spécifiques proposées finalement par le système scolaire. Parce qu'on est en refonte paradigmatique, c'est qu'en réalité, les aspirations des individus ont changé, les possibilités d'accomplissement économique aussi. Et je reviens toujours à mon propos. Au propos central, c'est que je crois que la mécanisation généralisée du moyen de production est à court terme dommageable pour
le marché de l'emploi, mais à long terme, c'est un bienfait. Pourquoi? Parce qu'à mesure que la machine pourra remplacer l'homme dans les tâches asservissantes et aliénantes, elle forcera ce même homme à se différencier de la machine pour mettre en évidence ses caractéristiques les plus vertueuses, à savoir la capacité d'empathie, la capacité de fédérer, la capacité de collectivisation, la capacité de compassion. Et donc, à mesure que la machine remplacera l'homme pour des tâches, semble-t-il, asservissantes et limitatives, l'homme devra se différencier. Or, on peut remplacer quelqu'un qui vise des boulons, mais pas quelqu'un qui accompagne une vieille dame en fin de vie. Voyez. Et donc, le marché nouveau sera un marché basé sur le développement des caractéristiques humaines les plus authentiques et celles qui nous différencient de toute espèce animale, bien que ceux-ci aussi, les animaux ont aussi une sensibilité, mais pour orienter justement une nouvelle détermination d'ensemble basée sur l'exploitation des forces humaines pour moi, les plus pertinentes, c'est celles qui nous caractérisent fondamentalement le plus. Donc, l'idée, c'est d'acquérir évidemment les connaissances de base dans le système scolaire, l'apprentissage du langage, la civilité aussi, savoir se comporter en société, des mathématiques, l'histoire, bien qu'on pourrait discuter encore là-dessus, mais je ne vais pas moi poursuivre, ça ne servira à rien, ce n'est pas mon objet. Mais voilà, et ensuite, se laisser aller à une sorte, comme disait Bachelard, de rêverie diurne. Alors Bachelard, l'épistémologue, qui a beaucoup étudié Jung, dissocier la rêverie nocturne de la rêverie diurne, et il disait d'ailleurs que l'idée c'est de savoir se rémerveiller à un certain âge de transition à l'adolescence ou au début de l'âge adulte pour voir ce qui semble-t-il génère en nous l'activation des archétypes, l'activation des images en nous chargées d'énergie qui semble-t-il nous donne un sens, on va dire, supérieur au sens fonctionnel collectif qui est seulement basé sur l'idée de procréer, de vivre d'un point de vue collectif, de subvenir à ses besoins et d'avoir une vie plutôt mécanique. Et donc cette idée, c'est de réactiver nos archétypes par le biais de la rêverie, on va dire, la rêverie diurne, de journée, qui justement peut s'appliquer que dans la mesure où on est capable de faire face à un mental coercitif qui va catégoriser le bien et le mal continuellement et nous mettre dans une forme de ligne directrice extrêmement condensée, réductrice, et souvent, qui va être une sorte d'impasse, ou en tous les cas de voile qui nous empêche d'être dans cette rêverie, donc, que j'évoquais, diurne, susceptible de réveiller en nous les choses les plus stimulantes qui vont susciter justement par le biais de cette sollicitation constante une forme de prise de conscience interne d'une vocation possible. Donc qu'est-ce qui me stimule l'âme? Et apparemment on sait ce qui nous stimule l'âme nécessairement. On va utiliser la raison, l'intelligence pour qu'elle puisse servir efficacement ce que l'âme aura, ce dont l'âme aura bénéficié en termes de stimulation réelle. Et comme disait Simone Veil, l'intelligence n'est bonne qu'au tâches serviles. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a une préfiguration affective dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas un muscle s'il n'y a pas une émotion qui précède. Et là on est en neurosciences, Damasio, l'hypothèse des marqueurs somatiques. Il prouve bien que s'il y a une lésion cérébrale au néocortex, qui est le lieu de planification, et on peut encore sensiblement avoir des émotions, mais si on a une lésion au niveau du centre émotionnel, il est évident que la capacité de mise en action est réduite, ce qui veut dire que c'est l'émotion qui prédétermine la possibilité d'action. Et si on réfléchit plus conséquemment à ce phénomène-là, il est évident, il crève les yeux. On va tous les jours, les mecs qui bossaient dans les mines pendant 12 heures par jour, je veux dire, c'est pas une aspiration, mais c'est par amour pour leur famille et par nécessité qu'ils étaient amenés à bon an mal an à bien vouloir effectuer cette tâche plus qu'asservissante. Ce qui signifie bien qu'il y a une préfiguration affective dans tout acte d'ordre rationnel, d'ordre de la motricité et de l'intelligence. Donc l'aliénation au sens marxiste du terme, c'est vendre sa force de travail, qu'elle soit intellectuelle ou physique, mais derrière cette aliénation-là, il y a toujours une nécessité qui est d'ordre affectif. Parce que j'aime les gens autour de moi, que j'ai constitué une famille, j'ai bâti quelque chose, un cosmos propre à moi. C'est là aussi, c'est la vision plutôt de Mircea Eliade, donc le fameux historien des religions qui était proche, me semble-t-il, de Jung, qu'il a étudié, je ne sais plus trop. Mais enfin, il disait que la reconstitution finalement d'une maison et d'une famille, c'est comme si nous étions des dieux qui ont envie de créer une cosmogonie, c'est-à-dire une logique fonctionnelle d'un environnement à travers lequel nos aspirations sont en émulation ou sont effectives. Et donc l'idée, pour revenir au propos de base, c'est faire en sorte de stimuler son âme et à travers cette stimulation, aller chercher l'outil qui permettra de parvenir finalement à obtenir ce que l'âme a décelé par intuition. L'idée est principalement là, voilà ce que je conseillerais aux gens, et ne pas se formaliser sur l'encloisonnement des formations proposées limitatives, c'est-à-dire celles des futures professions à moyen ou à long terme à travers lesquelles on est censé pouvoir évoluer, parce que d'une manière ou d'une autre,
il y aura une modification finalement totale de l'échiquier, on va dire, de l'échiquier à la fois géopolitique, politique et même des perspectives simplement d'aspiration économique. Et à partir de là, il ne faut pas se formaliser. Vibrer, et la vibration, mettez-la en corrélation avec votre intelligence qui va servir justement les prérogatives de l'âme, ce que j'appelle les préceptes intuitifs de l'âme en termes d'aspiration. Et si vous fonctionnez comme ça, n'oubliez pas, la vibration est le premier moyen par lequel l'action se met en place et toutes nos forces vitales sont possiblement effectives. Et l'intelligence va venir servir finalement ces phénomènes prioritaires et centraux. Et là, on pourra combiner l'esprit et l'âme de manière cohérente, fonctionnelle et vaquer à des occupations non pas seulement nécessaires et coercitives, mais productives. Et on ne parlera plus de travail, mais on parlera d'œuvre. Le but de la vie, c'est pas de travailler, c'est d'œuvrer. Pour revenir à l'école, ce qui est crucial dans l'école, au-delà du fait qu'elle a des insuffisances que j'ai essayé d'évoquer là partiellement, et notamment compte tenu des perspectives d'avenir collectif qui semble-t-il ne sont plus en adéquation avec le système de formation, il y a l'idée qu'on trouve à l'école quelque chose de crucial et d'important, c'est la notion de camaraderie. C'est-à-dire que quand on est enfant, on est dans un cocon familial où on est aimé de manière constante et commensurable. Voilà, c'est un amour non conditionné par un échange de bons procédés, comme ça peut être le cas dans l'amour sentimental. Tu me donnes ton portefeuille, je te donne autre chose. Entre guillemets, c'est symbolique, mais ça existe. Et donc, dès qu'on va à l'école, c'est le premier moyen par lequel l'ego, au sens positif du terme, va se constituer pour l'enfant. Il va devoir générer un nouveau cercle humain, à travers lequel il va se découvrir lui-même. En tant qu'il sort de sa sphère habituelle de confort, il va se découvrir des caractéristiques, il va construire son ego, mais pas au sens négatif, son identité, et du coup c'est fondamental pour justement être capable de voyager entre ces deux sphères, on va dire, une sphère intime où l'amour est donné de manière inconditionnelle, et une autre sphère où l'amour va venir se chercher, l'amour au sens filial, amical, en l'occurrence pour la camaraderie. Donc il part d'une sphère où le don d'amour est une évidence, il doit aller chercher la considération d'autrui et c'est lui-même qui va devoir faire preuve de fonctionnalité comportementale, de dévotion, d'intelligence sociale pour obtenir la considération et l'approbation des autres. Donc ce qui est donné dans un premier temps va devoir dans un second temps, donc on sort de la sphère familiale, aller se chercher. Donc voilà pourquoi c'est intéressant finalement et découvrir justement ce qui est donné de manière inconsciente, l'amour maternel notamment. On va devoir aller chercher sous des formes différentes quand on sort de cette fameuse sphère, sous la forme finalement de l'amitié, philae chez les Grecs, après adolescence de l'amour érotique, éros, et ensuite agapé. Agapé, c'est cette vision spirituelle, c'est-à-dire cette transcendance liée à une cause supérieure qui nous suranime, qui peut se traduire par le biais d'un positionnement politique ou par le biais d'un positionnement religieux. Et donc on se découvre, au départ on bénéficie d'un amour en tant qu'enfant, et ensuite on se constitue en tant qu'individu capable à la fois d'aller chercher sous des formes différentes et de le distribuer. Et voilà pourquoi la camaraderie et le phénomène scolaire dans son ensemble, en dehors de la transmission d'informations, est un phénomène anthropologiquement indispensable et structurant pour l'individu, parce qu'il va devoir aller chercher ce qui a été donné, et de manière lui-même à reproduire le processus de cosmogonie interne propre à Mircea Eliade, c'est-à-dire créer cette petite entité qui est la famille, un genre où parfois c'est, on va dire, l'entité annexe qui est le groupe d'amis finalement, pour aboutir éventuellement, si possible, à la famille qui est l'entité par excellence à travers laquelle chaque individu a le sentiment d'avoir construit un édifice humainement viable et on va dire idéologiquement et spirituellement conséquent.